Faut-il voir Those About to Die, la nouvelle série événement d'Amazon? Comme toujours, on va en parler un peu, mais sans spoiler. Vous savez, quand je vois des annonces comme celle de cette série, je sais que je vais souffrir, je m'y attends, je m'y prépare. Je me forge dans le feu de l'adversité, de la déception, au marteau du désespoir et de... Oui, ça veut dire que je m'attends à ce que ce soit complètement naze, très clairement. Parce qu'il faut le dire, les séries historicisantes sur les grandes plateformes, quand elles sortent, généralement... C'est de la merde. Quoi? C'est souvent mauvais, alors avec des nuances dans le mauvais, attention, mais c'est mauvais quoi. Amazon Prime étant championne de sa catégorie, championne olympique, médaille d'or des propositions historiques nazes, je m'attendais une fois de plus à devoir m'étouffer dans mes larmes d'agonie, voilà. Alors quelle ne fut pas ma surprise en regardant cette série? Je l'ai dévorée en à peine 2 jours, complètement fasciné par la proposition, et je vais vous raconter pourquoi ça m'a donné à la fois beaucoup d'espoir, mais beaucoup de chagrin aussi. Those About to Die est une série de 2024 sortie sur Amazon Prime donc, avec un casting assez alléchant puisqu'on y retrouve Anthony Hopkins et Iwan Rheon, l'odieux et glaçant Ramsay Bolton de Game of Thrones. Cet acteur est d'ailleurs ici employé à la fois parfaitement dans ce qu'il sait faire, mais aussi un peu à contre-courant, et c'est un des très beaux paris de la série. Le reste du casting est plutôt vaste, puisqu'on a pas mal de personnages. On notera le rôle assez éclatant de l'actrice franco-portugaise Sarah Martins, et aussi... En fait, c'est un des premiers bons points de cette série, je trouve. Tout le monde fait son job. Alors certains rôles brillent plus que d'autres, mais finalement pas tant que ça. Le casting est vaste mais assure, et on se prend vite d'affection ou de détestation pour l'un ou l'autre personnage. L'histoire, c'est celle de la dynastie des Flaviens à Rome, c'est-à-dire entre les années 69 et 96. C'est une période assez importante de l'Empire romain où 3 empereurs vont se succéder, Vespasien d'abord, Titus ensuite, et Domitien pour finir. Et Those About to Die, c'est le genre de série historique que j'aime assez, puisqu'elle dépeint d'un côté la grande histoire, celle des livres, tout en imaginant d'un autre côté la petite histoire, celle de gens moins connus, et dont les actions servent à combler les trous de la grande histoire, et en lui donnant plus de sens au passage. C'est une manière d'adapter l'histoire qui, si elle est bien maniée, peut être redoutablement efficace. C'est la méthode utilisée dans The Last Kingdom par exemple, mais aussi dans une autre série sur Rome. La petite histoire ici, c'est celle des courses de chars et de tous les gens qui gravitent autour, et un petit peu de la gladiature aussi. On va en reparler parce que ça m'a fait pleurer des larmes de sang, mais il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. En fait, Those About to Die, à l'origine, c'est un roman de l'américain Daniel P. Mannix paru en 1958. Et cette histoire, elle a déjà eu un impact considérable sur la pop culture pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle a grandement contribué à propager le mythe du gladiateur saluant l'empereur, vous savez, le fameux « Ave César, ceux qui vont mourir te saluent ». Oui, c'est le titre du roman, « Ceux qui vont mourir ». En fait, les gladiateurs ne faisaient jamais ça, c'est juste une anecdote racontée par Suétone lors d'une reconstitution de bataille, pas du tout avec des gladiateurs. La phrase est restée une idée reçue reprise dans énormément d'œuvres comme Astérix, mais à l'international, le carton du roman de Daniel P. Mannix en a fait une espèce de réalité dans l'inconscient collectif. D'ailleurs, ce roman aura un succès tel qu'il servira de base au scénario d'un film que vous connaissez forcément. C'est un film qui représente à lui seul le passage d'une époque historique à une autre, et qui, des années après, continue à être absolument culte, tout en proposant une suite prévue à l'automne 2024. Je veux bien sûr parler de Gladiator. J'aime assez les surprises. Qui est-ce? Mon nom est Gladiateur. D'ailleurs, puisqu'on parle de livres, je vais faire une petite pause pour vous parler du sponsor du jour, c'est le retour de Nextory. Nextory, c'est un service de livres audio et e-book, un des premiers en Europe. Vous prenez votre abonnement et vous avez ensuite accès à un énorme catalogue de plusieurs centaines de milliers de livres, de bandes dessinées et de livres audio aussi. Oui, c'est comme Netflix, mais pour les livres, on peut tout à fait le voir comme ça. Ils ont aussi des magazines, des podcasts, des séries audio grâce à plus de 1500 éditeurs partenaires. Il y en a pour tous les goûts et je suis sûr que vous allez forcément trouver votre bonheur si vous fouinez dans le catalogue. Cette fois-ci, moi je vous recommande de profiter de la sortie récente du film pour vous replonger dans Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Et puis je vous ai fait une petite sélection BD et romans sur ma page en description, vous m'en direz des nouvelles. Comme chez Nextory, ils ont pensé à vous qui partez en vacances avec des petits sacs, ils proposent plusieurs formes de lecture et d'écoute des œuvres qui vous intéressent sur mobile et sur tablette. Comme toujours, en suivant mon lien dans la description, vous avez 45 jours d'essai pour voir si le service vous plaît, et ensuite plusieurs abonnements selon vos besoins à partir de 9,99 € par mois. Avouez que 45 jours d'essai pour tester au lieu de 14 en temps normal, ça vous laisse pas mal de possibilités pour vous perdre dans le catalogue et passer l'été sans emmener votre bibliothèque avec vous sur la route des vacances. Merci à Nextory de sponsoriser cette vidéo. Si vous voulez soutenir la chaîne, créez votre compte et laissez-vous tenter à essayer leur service. Ça vous coûte rien, mais moi, ça m'aide énormément sur ce retour dans la chaleur de l'arène avec nos courses de chars. Donc résumons, on a l'histoire de la dynastie des Flaviens et les intrigues politiques d'un côté, les courses de chars de l'autre, les petites gens qui gravitent autour des spectacles en tentant de faire fortune, et enfin les enjeux autour de l'esclavage et de la gladiature.
4 intrigues entremêlées, développées sur une saison, c'est solide. Et en termes de concept, globalement, on a une très jolie proposition. Les courses de chars étaient dans l'Antiquité romaine le spectacle le plus prisé. Cela déchaînait les foules avec des écuries favorites qui avaient leur couleur de référence, auxquelles chacun s'identifiait, des paris fous, des histoires mémorables, des pilotes stars, des produits dérivés et... En fait, c'est facile, si vous voulez faire un parallèle de nos jours, c'est la Formule 1. Mais imaginez la Formule 1 avec encore plus de succès qu'aujourd'hui, comme si la F1, c'était le foot. C'est plutôt bien évoqué dans la série, avec beaucoup de détails sur le pilotage, l'origine des chevaux, les stratégies de course, les intrigues des propriétaires d'écuries, les accidents terriblement dangereux. Là-dessus, très bonne note, enfin, en tout cas à mon avis. Bon, sur la gladiature, en revanche, c'est la foire à la saucisse. Et évidemment, on bute les gladiateurs pour un oui, pour un non, et évidemment, quasiment tous les combats sont à mort, c'est assez ridicule. Voilà, on rappelle que la quasi-totalité des combats de gladiateurs n'étaient pas à mort, et que c'est plus du show qui se rapproche du catch ou du MMA que réellement un combat à mort systématique, quoi. On fait le meilleur spectacle possible, on crée des histoires, mais on tue pas des gens qui rapportent littéralement des fortunes. Voilà, même si, il faut le dire, les accidents, ça arrivait, surtout sur les combattants les moins expérimentés. Il y a eu quelques combats à mort, mais sur l'histoire de la gladiature, ça représente pas grand-chose en réalité. Sur l'esclavage, on en a déjà pas mal parlé ici, mais j'ai bien aimé le fait qu'il y ait vraiment des différences de traitement selon les esclaves, selon où ils sont placés, ce qu'on leur demande, ce qu'ils font et pourquoi. Certains passent quasiment inaperçus d'ailleurs, tant leur statut est peu mentionné, voilà. C'est juste une classe sociale avec des variations, et on est loin de l'esclavage tel qu'on l'imagine depuis le commerce triangulaire. Sur la politique, là-dessus, je serais vraiment un peu plus mesuré. La série fait le choix d'expliquer des choses en les simplifiant un peu ou en mettant des certitudes sur des hypothèses. Alors certes, c'est nécessaire pour l'intrigue, c'est pas inintéressant, mais ça reste un peu audacieux. Voilà, le truc c'est que je peux pas trop vous en dire non plus sans vous spoiler, hein. Bon, même si vous vous doutez bien que si dans la réalité Domitien succède à Titus qui succède à Vespasien et qu'on voit les 3 personnages dans la série, c'est pas parce qu'il y en a 2 qui ont claqué leur dème d'empereur de Rome comme le dernier des CDD, hein. Il y a eu des sales histoires. Bon, disons que par rapport à ce qu'on sait historiquement, les intrigues sont bien montrées, mais avec des résultats qui n'ont pas toujours beaucoup de sens. Par exemple, je vais faire le mystérieux pour pas spoiler encore, la scène avec les crocodiles, là, à aucun moment ce genre de personnage avec ce genre de statut social ne subit ce genre de choses. Jamais. C'est pas digne, c'est pas romain finalement. Par contre, j'aime assez ce qu'ils ont fait de Titus. En fait, historiquement, il semble avoir été très déconsidéré avant son arrivée au pouvoir, et il devient parfait quand il devient empereur, ce qui est assez étrange en fait. Ce changement, c'est une petite zone d'ombre de l'histoire que la série explique simplement, et je trouve ça finalement plutôt réussi. Voilà, c'est un personnage qui m'a paru assez attachant, avec un côté très désarmé face aux intrigues politiques incessantes autour de lui, mais qui pour autant ne manque pas de force, voilà. Oh waouh, de la subtilité incroyable, ça nous change, hein. Globalement, retenez que sur la politique, la série prend pas mal de liberté, mais ne trahit pas trop sa période malgré des choses qui crispent un peu. Voilà, c'était déjà le cas dans la série Rome finalement. Voilà, allez, on a évacué l'histoire et les questions de thématique, passons aux costumes. Qu'est-ce que c'était cool, voilà, j'en reviens pas de dire ça d'une série Amazon, mais qu'est-ce que c'était cool, les costumes. Oh. Alors bien sûr, je vous mentirais si je vous disais que tout est parfait, mais souvenez-vous de ce que je vous dis souvent, une série historique c'est à la fois une série et une production historique. À ce titre, faire du parfaitement historique, c'est pas très important, voire pas du tout. En revanche, ce qui est capital, c'est de ne pas trahir sa période. C'est aussi pour ça que je dis que Chevalier, c'est un des meilleurs films médiévaux qui soit, alors que les costumes sont complètement nazes. Bref, Those About to Die en termes de costumes, c'est pas mal, voilà. Pas mal du tout même, en fait les vêtements manquent un peu d'ampleur pour tout le monde, voilà. Les silhouettes ne sont pas si mauvaises en revanche. On a cette tunique classique sans manches qui arrive aux genoux, quelques manteaux variés selon les porteurs, beaucoup de couleurs, beaucoup de travail de bijoux, de coiffures, de parures, d'accessoires, c'est terriblement plaisant. Bon bien sûr il y a quelques non-sens mais que j'estime mineurs. Par exemple, à cette époque, il y a assez peu de motifs sur les vêtements de la bonne société romaine, parce que les couleurs éclatantes, c'est très bien, mais les motifs, ça fait barbare, voilà. Donc on va tout jouer sur l'amplitude, les couleurs, la qualité du tissu et les accessoires. Voilà, de même, la série a du mal à se débarrasser des gros ceinturons en cuir dégueulasses qu'on retrouve absolument partout, mais j'ai envie de dire que, par rapport à l'ensemble, c'est pas trop grave, même si c'est dommage, parce qu'on passe à côté justement de ce jeu sur l'amplitude des vêtements. Bah oui, c'est logique. Comment est-ce que vous allez montrer que vous avez de la thune si vous n'avez pas des vêtements avec énormément d'amplitude de tissu, avec une teinture très chère? Voilà, c'est important. En fait, faut vous dire qu'à cette période-là, les manteaux, les toges et tous ces machins-là, c'est pas un hasard. Ça montre qu'on a de la prestance, du drapé, du volume, de la classe à la romaine finalement.
J'ai trouvé le travail assez soigné aussi sur l'usure et la salissure, ni trop peu, plutôt adapté au contexte. Les nobles patriciens sont impeccables, les gens fortunés aussi, les travailleurs le sont selon leur niveau social et leur activité. Comme quoi c'était pas si difficile, hein. Voilà, alors parfois, bon, si vraiment je devais chipoter, c'est un peu trop terne, mais je suis vraiment jamais aussi difficile sur les autres productions, donc à un moment, faut être honnête, c'est plutôt pas mal. Et nos gladiateurs, ils sont beaux là, nos gladiateurs, demandez les gladiateurs, voilà, vous l'aurez compris, l'idée générale des costumes des gladiateurs, eh bien elle est pas si mauvaise. Bon allez, je vais quand même râler un petit peu parce que sinon vous vous ennuyez et vous quittez la vidéo, hein, voilà. En fait, chaque panoplie de gladiateurs, elle correspond à sa manière de se battre, à un type de combat et à un type d'adversaire très précis. Oui, parce que les combinaisons d'adversaires, elles sont pensées et conçues pour offrir un spectacle équilibré, le spectacle le plus cool possible finalement. Et si vous modifiez les manières de se battre des types de gladiateurs, ou les oppositions entre types d'adversaires, bah ça devient complètement dégueulasse, voilà. Pensez que les gars ont perfectionné ça sur des millions de combats pendant des siècles, c'est pas avec une petite série qu'on va remettre les choses en cause, hein. Alors certes, avec le montage et nos idées reçues, ça passe, mais c'est très marquant en fait, parce que c'est un non-sens complet sur ce qu'était la gladiature. Comment je pourrais vous expliquer ça? Imaginez, pour faire un parallèle contemporain, c'est comme prendre un boxeur en tenue complète, les gants tout, et de le faire jouer au basket contre un skieur alpin. Voilà, en tenue complète aussi, avec ses skis et ses bâtons. Hein, voilà, ça vous semble absurde, mais en fait pour les gladiateurs, c'est exactement la même chose. Oui, c'est peut-être un détail pour vous, mais pour moi, ça veut dire beaucoup, même si je ne sais pas jouer du piano debout. Voilà, ce serait probablement très chiant à regarder et ça n'aurait aucun sens, finalement. Pas de me voir jouer du piano, hein, le ski et les boxeurs. Non mais oui, je prends un peu le temps de râler quand même, parce que sinon vous regardez moins les vidéos. D'ailleurs, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, laissez un commentaire pour me dire si vous avez envie de voir la série, et puis un pouce bleu au passage, un petit like, voilà, c'est jamais perdu. Sur les costumes, on notera que tout ce qui est un peu africain ou orientalisant, c'est clairement plus du fantasme qu'autre chose aussi. Dommage, mais bon, au final on n'en voit pas tant que ça, je pense qu'on peut rapidement y faire abstraction, enfin en faire abstraction. Attendez, j'ai gardé le meilleur pour la fin, les décors, quelle ambition incroyable sur les décors. On reconnaît bien la recette classique des studios italiens Cinecittà, qui avait déjà été utilisée pour Kaamelott ou pour l'excellente série Rome. Et ça, c'est pas un hasard, parce que ça permet d'avoir plusieurs évocations de quartiers de diverses couches sociales, de diverses origines ou de diverses utilités. Et c'est ça qui rend à cette ville son côté organique, complexe, celle d'une immense cité antique au centre du monde, mais bien vivante, pas du tout figée dans le temps. Voilà, les accessoires sont parfois approximatifs, les bâtiments aussi, mais qu'importe, l'esprit est là. Tout cela est appuyé par des propositions de reconstitution numérique qui rendent assez bien l'ampleur et la complexité de la ville. C'est juste un peu regrettable que parfois ces vues d'ensemble aient quelques défauts, un peu d'incrustation de temps en temps, ou alors des choses pendant les courses de chars où on voit que c'est du numérique, mais comme on dit, ça fait le café, et je trouve que ça fait quand même un très bon café aussi. On a beaucoup reproché aussi à la série le côté très sombre de ses environnements, et c'est vrai, à un détail près, ils ne sont jamais là par hasard. Chaque fois qu'il fait le sombre ou nuit, on est dans l'univers des personnages de second rang, dans les bas-fonds que l'on oppose à la clarté des personnages et des représentations publiques. C'est le cas lors des courses de chars ou dans l'arène par exemple. Même pour les personnages de plus haut rang d'ailleurs, chaque situation sombre est en fait un moment de déclin ou de machination sordide. Et donc, on éclaire forcément, alors un peu à la bougie, et il y en a trop parce qu'en fait à l'époque ça coûtait très cher, mais surtout à la lampe à huile, et ça c'est vraiment bon, les lampes à huile, quel plaisir, quel régal. Des murs peints, architectures variées, des ambiances de quartier vraiment bien restituées, c'était très plaisant, j'ai vraiment beaucoup aimé cette partie vraiment organique de Rome, quoi. On a l'impression d'y être dans ces rues. J'adore. Alors, faut-il voir Those About to Die? Comme toujours, même si mon accent anglais est parfait, ce n'est pas à moi de vous dire quoi faire ou non, mais pour le coup, je vous recommande de ne pas passer à côté. Vous l'aurez peut-être compris grâce à mes clins d'œil pas du tout appuyés, tout ça, ça m'a rappelé une autre série, Rome. Voilà, je pense que vous avez compris, oui, voilà. Cela m'a rappelé Rome parce que pour moi, c'est presque au même niveau. Peut-être qu'il manque un personnage avec du panache attachant façon Titus Pullo, mais Those About to Die semble utiliser la recette qui fit le succès de Rome. Intrigue croisée, personnages complexes, décors à tomber par terre, ambiance incroyable, costume acceptable, et surtout un état d'esprit qui ne trahisse pas la période. Cette ambiance que j'aime tant, elle ne trahit pas sa période. Et ça c'est important, parce que c'est comme ça qu'on efface les clichés en fait, en ne trahissant pas la période. Qu'importe si pour le moment les ceintures sont trop larges, après tout ce qu'on veut c'est montrer une évocation crédible de la Rome antique et des enjeux de ses habitants. Et là-dessus, la série s'en sort à merveille.
On est là sur ce que j'estime être un excellent divertissement historique, où tout n'est pas parfait, mais où dans sa globalité, on ne va pas trop vous raconter du flan. Voilà, mais alors, en fait après ça, je me suis posé une question. Pourquoi la série a-t-elle autant été critiquée, autant vivement critiquée sur internet ? Je considère que mon travail ici, avec vous, c'est pas de chercher la perfection, ou du moins de se questionner sur la perfection. Un jeu historique doit être certes historique, mais aussi un bon jeu. Une série historique doit être une bonne série, tout autant que respecter l'histoire dont elle prétend être issue. Et c'est un dialogue entre les deux éléments. Et ça, c'est le premier problème, je crois. Manque de recul. La vraie difficulté de toutes ces productions contemporaines historiques, c'est de parvenir à trier ce qui est important de ce qui ne l'est pas. C'est pour ça que j'essaie de vous décrypter un petit peu ça. Si certains détails sont mauvais, qu'en est-il du tableau d'ensemble ? Quel est le sens profond des changements opérés par rapport à ce qu'on sait de la réalité ? Est-ce qu'on se fait manipuler pour des raisons un peu sales ? Parfois on veut être trop difficile, peut-être par élitisme, mais bien souvent par snobisme. Et plus le temps passe, plus je me rends compte que ce sont des postures qui n'aident personne à part nous-mêmes, et moi le premier, je peux tomber dedans parfois. C'est d'ailleurs la grande leçon que m'apporte cette chaîne YouTube en tant que créateur, grâce à vous aussi, c'est comprendre les enjeux au-delà des détails, penser plus loin qu'une posture d'élitisme ou de snobisme. Ceci mis à part, si à titre personnel j'ose comparer Those About to Die à Rome, c'est parce que les séries sont selon moi faites dans le même moule. Pourquoi alors beaucoup d'autres fans de Rome ont rejeté ce parallèle ? Je pense que c'est aussi lié à la notion de production culte. Regardez ce qui s'est passé, avec Star Wars ou pour les Anneaux de pouvoir. En fait, pour tout, c'est dès que quelque chose se place volontairement, ou involontairement d'ailleurs, comme la succession d'une production culte, il y a souvent un rejet global de la part des fans. Pourquoi ça ? Peut-être parce qu'on est devenu beaucoup trop dur. Dans un monde où les séries d'aventures ambitieuses commençaient à peine, un monde où l'histoire commençait à redevenir à la mode, Rome a été culte. Si cela ressortait aujourd'hui dans un contexte où l'histoire est utilisée à toutes les sauces, où tout le monde donne son avis sur internet et où on mange une série événement d'aventure par mois depuis 10 ans, eh bien forcément ça peut pas nous toucher de la même manière que Rome l'a fait à l'époque, au moment de sa sortie. C'est pas possible, on n'a plus le même contexte. J'ai des collègues médiateurs par exemple qui rejetaient le parallèle avec Rome en disant qu'il y manquait selon eux les thématiques essentielles qu'on retrouve dans Rome, et c'est pour ça logiquement que Those About to Die est moins bien selon eux. Mais justement, c'est pas les mêmes thématiques, c'est pas le même propos, c'est pas une suite ou un spin-off de Rome. Ce serait comme dire que Rome est moins bien parce qu'on n'y parle pas des courses de chars. Ça n'a pas tellement de sens, c'est juste des propos différents. Des propos différents, mais dans une ambiance, dans une proposition d'ambiance et de restitution de Rome qui est à peu près la même. En fait, on attend trop souvent la même chose, on attend les mêmes sensations, on attend la même révélation, la même claque, en oubliant que tout ça, c'est du passé en fait. Ce sont des beaux souvenirs à garder, à chérir, mais il faut laisser leur chance aux nouvelles productions. C'est d'autant plus vrai dans le cas de Those About to Die qui tâche de reprendre les bonnes choses de succès comme Rome pour proposer une nouvelle histoire, de nouveaux enjeux, une série qui sait à la fois d'où elle vient et où elle va, tout en montrant que le travail historique a été vraiment réfléchi, il a été pensé en profondeur. Parfois on me reproche sur la chaîne de ne rien aimer, mais en fait je fais avec ce qu'on me donne. Je tâche d'être un maximum honnête avec vous et de vous aider à comprendre ce que vous regardez et avoir le recul sur ce que je vois. Ce sera jamais parfait, mais là par exemple, sans avoir prémédité les choses, les 3 dernières vidéos de la série Faut-il voir, elles sont plutôt positives. Parce qu'en fait à chaque fois que vous regardez quelque chose, il faut absolument garder l'esprit ouvert. J'ai été voir le Comte de Monte Cristo en ne m'attendant pas à grand chose et j'ai été surpris. J'ai regardé Those About to Die en m'attendant à être déçu et j'ai adoré. Il faut gardez un petit peu cet esprit ouvert, voilà. Et c'est important à la fois pour savoir quand vous vous faites embobiner, mais aussi quand finalement la proposition est bonne au-delà de l'idée reçue que vous en aviez. C'est pour ça que cette série m'a donné à la fois beaucoup d'espoir, mais beaucoup de chagrin aussi. D'un côté, j'ai l'impression que ça a montré qu'on peut encore faire des productions qui arrivent à se hisser à la hauteur de Rome, et nous verrons si les prochaines saisons confirmeront cette impression que j'en ai eue. De l'autre, beaucoup de chagrin parce que nous ne sommes plus prêts à les recevoir comme avant, ces propositions. Nous sommes devenus plus exigeants, plus durs, mais surtout, à mon sens, peut-être aussi plus injustes. Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez réellement pris une claque en regardant quelque chose, une série ou un film, voilà ce que vous voulez, la dernière fois que vous avez vraiment pleuré, la dernière fois que vous vous êtes ressorti hyper enthousiaste, en ayant eu l'impression de vivre vraiment quelque chose de chouette. Voilà, à mon avis, si ça date de moins d'1 an, peut-être que vous n'avez pas la possibilité de regarder beaucoup de choses, mais peut-être aussi que vous êtes devenu trop dur avec ce que vous voyez. Est-ce que finalement la seule chose qui séparerait nos films et séries cultes des années 90-2000 et ceux d'aujourd'hui parfois, c'est peut-être notre propre intransigeance et notre propre injustice ?
Bien sûr, l'expérience, notamment quand elle est douloureuse, ça nous fait anticiper tous les problèmes. On cherche le moindre indice pour se convaincre que cela n'ira pas, et on oublie un peu de laisser sa chance à ce que la vie nous propose. Et oui, si c'est parfaitement applicable pour les relations de couple, c'est tout aussi applicable pour les productions artistiques. Parce que de la même manière, elles cherchent à nous toucher, elles cherchent à toucher nos émotions et notre cœur. On ne revivra jamais nos amours précédents, mais on peut s'attacher à vouloir vivre pleinement les suivants et les laisser nous toucher également. Souvenez-vous de ce que je vous disais dans une des dernières vidéos, il est super important, à mon avis, de garder les pieds sur terre, l'esprit bien ouvert et le cœur bien au chaud. Allez, je vous laisse là pour aujourd'hui. J'aurai encore des centaines de choses à vous raconter sur cette série, mais je vais plutôt vous laisser vous faire votre avis. Likez, partagez et commentez la vidéo, c'est toujours utile pour la santé de la chaîne. En fait, c'est utile, mais c'est surtout très important, donc n'hésitez pas, ça vous coûte pas grand-chose. Et voilà, nous on se retrouve rapidement pour une nouvelle vidéo, mais d'ici là, n'oubliez pas que l'histoire est vivante.